Rappelez-vous que dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la terre-mère, l'Afrique. Nous pouvons l'appeler comme cela car c'est là où tout s'est passé. C'est de là que des hommes, des femmes ont été prélevés, capturés pour être amenés en Amérique, être assouvis comme des esclaves, faire du travail forcé pour le compte des Européens. Je vous rappelle aussi bien que nous avons vu le comportement qu'avaient les empires africains envers les captifs ou même le comportement entre eux. N'oublions pas qu'ils avaient eux-mêmes leur propre structure politique, leur propre administration, leurs propres coutumes et croyances avant l'arrivée et la venue des Européens qui transforma tout cela en un vrai carnage. Je vous rappelle que les Européens de base venaient pour faire du commerce de biens en Afrique. Mais le commerce d'esclaves, de captifs de guerre était devenu un vrai levier économique pour eux, car c'est ce qui alimentait leur système de plantation. Avant la traversée, nous allons voir où les Européens stockaient les Africains, car ce n'étaient plus des hommes à part entière, ce n'étaient plus des hommes intègres, mais c'était des marchandises aux yeux des Européens. Il apparaît dans l'histoire que les Européens stockaient les Africains, les esclaves africains, dans les forts côtiers. Les forts côtiers sont la frontière invisible entre deux mondes. D'un côté, l'Afrique, de l'autre, Saint-Domingue, Haïti, Hispaniola. Ce sont deux lieux où l'on cesse d'appartenir dans un premier temps, sans encore savoir à quoi ou à qui l'on va appartenir. Les forts côtiers sont une partie intégrante de l'histoire. Quand on raconte la traite transatlantique, on saute souvent un lieu. On parle des royaumes africains, puis on parle des bateaux. Mais entre les deux, comme je vous disais, il y a des murs, des pierres et des portes. Notamment, on n'oublie pas que sur l'île de Gorée, il y a la porte de non-retour, qui récemment a été visitée par nombreuses personnes et un personnage très connu du nom de H.O. Ces forts côtiers, comme je vous le disais, sont des lieux où des êtres humains ont cessé d'être des membres d'une société, sans être encore des esclaves de plantation. Une fois, en tout cas dans les forts côtiers, ces personnes n'ont plus de nom, ces personnes n'ont plus d'appartenance, ils n'ont plus de tribu, de coutumes ou de culture. Ce sont juste des hommes, des numéros, assis dans une prison en attendant leur passage, leur voyage. Donc, ce qui est important de noter, c'est que sans ces forts, il n'y a pas de Saint-Domingue, il n'y a pas non plus de Haïti, il n'y a pas de plantation, il n'y a pas d'assouvissement, il n'y a pas d'esclaves. La question est souvent posée, pourquoi des forts? Sachez qu'à partir du XVe siècle, les Européens ne veulent plus simplement commercer avec l'Afrique, ils veulent contrôler l'Afrique. D'abord, les Portugais. N'oublions pas que les Portugais étaient les premiers à commercer avec des Africains qui, de base, concernaient un commerce de biens. Mais il semblerait que dans l'histoire, à un moment donné, il y a eu discussion autour des captifs. Après cet échange avec les Portugais, il y a eu la venue des Hollandais, celui des Anglais, des Français et des Danois, tous à la recherche de captifs, de main-d'œuvre pour les plantations. Mais ils ne construisent pas des villages, mais des forts. Pourquoi des forts? Parce qu'un fort est un entrepôt, une prison, comme je vous le disais, une caserne où stocker et aussi un poste de contrôle. Ils n'ont pas le contrôle, ils ne peuvent pas avoir le contrôle sur un village ou sur la volonté des villageois, mais ils peuvent avoir le contrôle sur des prisonniers, sur la volonté, briser la volonté des prisonniers. Il est aussi important de noter qu'un fort est un outil de domination à distance. Il ne faut pas oublier que le fort appartient à la puissance et au pays, même si celui-ci est à des milliers de kilomètres. Donc, être prisonnier dans un fort, c'est déjà être sous la domination du pays
qui détient le fort. Comme l'explique l'historien John Thornton, le fort permet à l'Europe de rester sur les côtes sans pénétrer l'intérieur du continent. Les empires, les commerçants africains qui vendaient des captifs aux Européens sont aussi coupables de ce commerce. Il ne faut pas oublier que ces forts n'ont pas été construits par les Africains, mais par les Européens. D'ailleurs, nous pouvons constater que, au cours de l'histoire, ces forts changent de main plusieurs fois. C'est-à-dire parfois, certaines fois, ces forts sont français, certaines fois portugais, certaines fois espagnols ou hollandais ou anglais. Cela prouve la valeur stratégique immense des forts par rapport aux bénéfices que pouvait apporter le commerce des captifs. Après avoir parlé, discuté de ceux qui contrôlaient les forts, nous pouvons à présent nous intéresser aux conditions de vie dans ces forts-là. Les captifs africains étaient entourés, entassés, et les uns sur les autres, sans pouvoir. Parfois, l'espace même entre deux captifs ne laissait pas passer l'air. Donc, n'oublions pas aussi que ces forts-là étaient construits de manière très médiévale, avec beaucoup de chaleur. Et je m'appuie sur Marcus Rediker et Olivier Pétré-Grenouillot, qui décrivent ces lieux comme des espaces de transition où l'identité humaine est méthodiquement détruite. Le fort n'est pas encore l'enfer, il est sa préparation. La préparation vers l'enfer est un mot qui définit assez bien les conditions de vie de ces captifs-là à ce moment-là. Le plus dur pour les captifs n'était pas le fort en elle-même, mais le temps passé dans le fort, dans le noir, l'insalubrité, les maladies. Sachant que les captifs n'étaient pas immédiatement déportés ou embarqués sur des bateaux, parfois ils devaient attendre, pour certains, pour beaucoup même d'ailleurs, des semaines, des mois dans ces conditions-là. Cette attente, bien qu'elle fût difficile à supporter pour les captifs africains, était une attente voulue par les Européens, car c'est une attente qui brise, casse les résistances, elle épuise le corps et brise les liens. N'oublions pas que si vous rentrez dans le fort, tous ceux qui sont dedans, une fois rentrés, ont un ennemi commun. Et cet ennemi commun-là, il est à l'extérieur. Mais à mesure que vous passez du temps dans ce fort, dans l'insalubrité, dans les conditions de vie, ce sont les personnes à l'intérieur du fort qui deviennent vos ennemis et les liens sont brisés. Les trahisons se font plus facilement. Cette attente a aussi un effet considérable sur le niveau mental des captifs africains. Parce que quand on ne sait pas quand on part, on finit par perdre la notion du temps et avec elle, la notion de soi. C'est-à-dire que vous êtes mis dans une prison avec des conditions de vie déplorables. Vous ne savez pas quand vous allez quitter cet endroit et à mesure que les jours passent, les mois passent, vous ne savez plus quel mois on est, quel jour on est, quelle heure il est. Et toutes ces choses-là font que vous perdez une partie de vous-même. D'ailleurs, selon Rediker, c'est dans cette attente que naît la peur absolue de l'inconnu. Évidemment que l'histoire du fort est tout aussi importante pour la suite des événements et la suite des faits historiques. Vous me direz pourquoi ces forts nous concernent, nous, les Haïtiens. Parce que, n'oublions pas que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le fort de la Navidad a été mis en place par Christophe Colomb à peine arrivé sur l'île d'Haïti. Ensuite, en ce qui concerne Saint-Domingue, qui a été la colonie la plus rentable de l'histoire française, cette colonie-là était directement alimentée par ces lieux, par ces forts côtiers en Afrique de l'Ouest. Souvent, les captifs étaient envoyés dans les Caraïbes, dans les Antilles, notamment à la Jamaïque, notamment en Haïti, pour les deux îles les plus connues, tout aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe. Il est souvent raconté que dans l'histoire, la plupart des captifs qui sont arrivés aux Antilles et dans les Caraïbes venaient pour la plupart du royaume de Dahomey, qui est le royaume du Bénin,
ou bien le Togo. Mais en ce qui concerne les Antilles, nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans les faits historiques. Les trois groupes primaires d'esclaves envoyés, pris de la côte ouest, venaient plutôt d'autres royaumes. Rappelez-vous qu'en début de vidéo, je vous ai parlé de la porte du non-retour qui se trouve sur l'île de Gorée au Sénégal. Cette porte de non-retour est avant tout un symbole d'une réalité beaucoup plus complexe. Parce que passer cette porte, c'est se dire que vous perdez votre identité, vous perdez votre famille, vos cultures, vos coutumes, votre langue et tout ce qui faisait de vous un homme appartenant à un royaume, à une terre. Nous pouvons voir à travers l'histoire que l'effort ne raconte pas tout. Les chants, les prières, les langues perdues. N'oublions pas que tous ces royaumes africains pratiquaient des langues, avaient des religions, des coutumes, leurs propres traditions et cultures. Toutes ces choses-là ont été évincées une fois arrivés au fort. Maintenant que nous avons vu qui contrôlait les forts, qui les a construits, de quelle manière, qu'il y avait-il dedans, quelle était la condition de vie dedans, quel était le but de la construction de ces forts-là, nous pouvons passer à la suite des événements et à la suite des faits historiques avant d'arriver en Haïti.